Nous sommes là, nous serons là. On l'a été contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes sur Jet FM. On n'avait pas la CBA papa, SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés. Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international. C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Autre monde, autre zone. Bienvenue dans Autre Monde, Autres Ondes, l'émission d'Attaque 44, tous les seconds mardis du mois à 17h sur Jet FM, et en podcast sur le site d'Attaque 44 et les plateformes de podcast. En décembre dernier, on avait consacré une émission sur l'estuaire de la Loire, où nous avions parlé des projets de décarbonation Go CO2 et Take Care. Nous souhaitons revenir sur ces projets qui illustrent bien l'impasse qu'est la décarbonation, qui est, je rappelle, la réduction de la quantité de CO2 liée à nos activités humaines. Go CO2 ne signifie pas faire partir le CO2, mais bien Grand Ouest CO2. C'est un projet qui vise à capter le CO2 émis par des usines, notamment des cimenteries en Mayenne et dans les Deux-Sèvres, puis à l'acheminer par canalisation jusqu'à Saint-Nazaire. Là, il serait liquéfié, transporté en Norvège et enfoui dans la mer du Nord à plus de 2 km sous le fond marin. Le projet représente plus de 4,5 milliards d'euros d'investissement, en grande partie public. Il nécessiterait d'importants travaux d'adaptation des usines et la construction de 375 km de canalisation sur 5 départements, avec des gros impacts sur les forêts et les tourbières. Cela demanderait énormément d'énergie pour capter, concentrer, transporter et stocker le CO2. Le projet Take Care, lui, ne veut pas dire prendre soin, mais prendre l'air, puisque c'est un projet d'une usine de carburant bas carbone, principalement à destination de l'aviation. Elle serait construite à Donges, sur le domaine portuaire de Nantes-Saint-Nazaire. Go CO2 et Take Care, il faut toujours se méfier avec ce genre de nom. Devant ces aberrations, ces projets sont fortement critiqués par de nombreuses organisations et collectifs, dont Attaque, les Soulèvements de la Terre, les écologistes, l'AEDZRP, une association de Donges. Je vous invite à consulter les sites internet de ces organisations pour en savoir plus. La décarbonation est soit insuffisante, soit carrément contre-productive, puisqu'elle permet de maintenir un peu plus longtemps un modèle économique qui est incompatible avec le respect des limites planétaires. 7 de ces limites sur 9 ont déjà été franchies en 2026, et c'est pourquoi aujourd'hui on ne va pas vous vanter les mérites de projets de décarbonation. On va plutôt se questionner sur des alternatives qui sont des vraies bifurcations par rapport au modèle économique dominant. Dans la continuité de ces projets, et pour rester dans l'estuaire de la Loire, Annabelle Duval va nous présenter ce qui se met en place dans la zone portuaire de Nantes-Saint-Nazaire, et quels sont les enjeux pour la transition dans ce territoire. On sera également avec Gabriel Malek qui propose une alternative désirable avec le concept de décroissance prospère. Mais d'abord, je les laisse se présenter. Bienvenue à vous deux. Moi, je suis Annabelle Duval, je suis chercheuse en écologie politique et titulaire d'une thèse en géographie sociale pour laquelle j'ai étudié les gouvernances des transitions écologiques dans les régions portuaires, avec un de mes 2 cas d'études était l'estuaire de la Loire. Ce qui m'a tout d'abord intéressée dans les régions portuaires, c'était la place et le rôle porté par les infrastructures et les activités portuaires dans le développement territorial et dans l'avenir imaginé pour ce territoire. Je m'appelle Gabriel Malek, je fais une thèse en histoire environnementale, président d'une asso qui s'appelle Alter Capitae, qui milite pour la décroissance prospère, que j'expliquerai après. Je suis aussi membre du conseil d'administration d'Attaque. En fait, j'ai écrit un livre qui est sorti en novembre dernier, qui s'appelle Pour une décroissance prospère, où j'essaie de montrer en quoi croissance et prospérité, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne sont pas vraiment liés, d'un point de vue écologique, social et même politique. J'essaie de montrer aussi en quoi la décroissance pourrait être prospère, à travers la description d'une utopie, en essayant de montrer, en fait, à travers des lieux, comment la décroissance pourrait apporter la prospérité. Et enfin, j'essaie de montrer comment on pourrait passer du monde capitaliste actuel à ce monde de décroissance grâce aux stratégies de bifurcation. Merci à vous deux. Est-ce qu'on peut commencer avec Annabelle en parlant de l'importance du commerce maritime et des ports en France, et plus localement avec le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire? On est le 2e pays au monde avec la plus grande façade maritime. On a 8 grands ports maritimes. C'est un statut qui est issu de la réforme portuaire de 2008. Les grands ports maritimes, à l'inverse de ports qu'on pourrait appeler locaux, ont une gouvernance un petit peu différente avec ces autres ports et donc un modèle de financement qui est également différent. Les grands ports maritimes sont pilotés par l'État directement et le ministère des Transports, à l'inverse de ports locaux
On pourrait penser au port de Lorient ou au port de Brest, qui, eux, sont plus directement liés peut-être avec leur département, leur région, et dont les financements viennent de ces niveaux-là. Il y a 3 grands ports avec une dominance du flux énergie en France, que sont Dunkerque, Marseille et Nantes-Saint-Nazaire. On estime à peu près que, alors c'est difficile à estimer, mais que 10% de l'énergie primaire passe par l'estuaire de la Loire. Donc, c'est un territoire qui est très chargé énergétiquement, on peut dire, ce qui explique du coup la spécialisation de ce portuaire et de son foncier et de ses activités vers ce flux énergie. C'est un port qui est donc très important pour la question de l'énergie, même au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire une transition dans ce contexte? Moi, je commence ma thèse en 2021, au moment un petit peu pivot pour le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, qui, à ce moment-là, s'appuie sur son projet stratégique qui s'étend sur la période 2021-2026. Donc, un projet stratégique, c'est un document qui est travaillé par le port, qui donne voilà, la vision sur une période de 5 ans. Donc, le projet stratégique de 2021-2026, sur la première page, donc la page de titre de ce projet stratégique, on trouve les mots « Initier le monde de demain ». Donc, ce qui m'interpelle, c'est donc que le port se questionne sur sa place dans le monde et ensuite sur un monde futur ou un monde de demain, ce qui montre bien qu'il y aurait une rupture ou du moins un changement déjà opérant ou à venir. Et donc, quand on regarde dans le détail, on comprend que le port souhaite se positionner comme un port de référence en matière de transition énergétique. Donc, tout d'un coup, la transition socio-écologique, la transition environnementale, la transition écologique, est substituée par les termes transition énergétique. Donc, pour faire un point un peu peut-être théorique, on peut citer un de nos fleurons français, un chercheur français qui s'appelle Jean-Baptiste Frézoz, qui a publié un livre qui s'appelle Sans transition, qui revient justement sur cette notion de transition qui est assez centrale et dans mon travail et dans les discours autour des crises socio-écologiques et des solutions apportées et proposées par notamment l'État. Frézoz, lui, il démontre un dogme de la transition et il debunk, on pourrait dire, il déconstruit cette notion de transition pour montrer que la transition n'a jamais existé, du moins en matière d'énergie, et qu'on n'a pas remplacé les sources d'énergie par d'autres. Dans nos esprits, on nous enseigne qu'on passe du bois au charbon, du charbon à la vapeur, etc., etc. Et donc, lui, il montre plutôt qu'on accumule les sources d'énergie et donc on ne transitionne pas. Le technosolutionnisme, c'est la confiance dans l'innovation technologique pour résoudre tous les problèmes, quelle que soit leur nature. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui rentre en jeu ici? Quand on lit le projet stratégique du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire pour la période 2021-2026, on note qu'il y a une attention particulière qui est donnée à l'innovation technologique, l'avancement de la transition écologique pour le territoire et au-delà. Elle est démontrée dans le projet stratégique par une liste des succès industriels auxquels le port a participé. Et donc ça, en fait, ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un futurisme rifkinien, du nom de Rifkin, qui est l'instigateur de la théorie de la troisième révolution industrielle, ou de son concept en tout cas, qu'il décrit et qu'il détaille dans un livre qui date de 2011, dans lequel il discute d'une nouvelle révolution industrielle qui serait impulsée par la mise en œuvre et le déploiement d'énergies renouvelables. Peut-être revenir sur le terme de modernisation écologique qui est utilisé depuis à peu près plus de 45 ans dans la littérature académique et scientifique pour décrire une approche de la politique environnementale qui serait axée sur la technologie et l'innovation. Donc, la modernisation écologique, ça pourrait s'apparenter à du techno-optimisme avec l'idée qu'on peut opérer des transformations incrémentales au sein d'un système plutôt que d'envisager des changements structurels qui permettraient tout de même de pallier aux crises socio-écologiques et donc aux crises du système, en fait, qui sont des manifestations du système. Je trouve ça vraiment intéressant tout ce que tu décris. Ouais, je pense que c'est un projet assez représentatif de la manière dont l'économie se saisit aujourd'hui de l'écologie, Gabriel Malek? avec des projets assez macro qui prennent pas forcément en compte les réalités locales, quoi. Mais aujourd'hui, quand l'économie en fait parle d'écologie, souvent elle va parler de ce qu'on appelle la croissance verte. Et donc l'idée finalement qu'on pourrait augmenter le PIB, la valeur produite, tout en ayant, si vous voulez, une baisse des pressions sur l'environnement. Donc on pourrait avoir une hausse du PIB et en même temps finalement une baisse sur les pressions sur la biodiversité, le climat, etc. Et c'est quelque chose qui malheureusement ne fonctionne pas. Moi, je parle de ce qu'on appelle la décroissance prospère avec une double idée. Déjà l'idée que la décroissance est une obligation environnementale. Et je le disais, on ne peut pas en fait produire, si vous voulez, du PIB et en même temps avoir une baisse des pressions environnementales. Et en fait, l'économie, quand elle se saisit de l'écologie, elle met quasiment toute son énergie sur une des 9 lignes planétaires. Et t'en parlais tout à l'heure, Annabelle, sur la question de la décarbonation, mais sur la question du carbone, voilà, donc l'économie met de l'argent là-dessus. Et si vous voulez, même sur la ligne planétaire du carbone, on n'a jamais réussi au niveau global à avoir, si vous voulez, une hausse du PIB et une baisse du gaz à effet de serre. Donc, la croissance verte n'existe pas pour cette ligne planétaire-là qui est le climat. Et sur les autres qui ont été dépassés, comme la pollution chimique, le sol, la biodiversité,
Évidemment, il y a très peu d'efforts qui sont faits par les entreprises, et c'est même pire que ça, les entreprises savent même pas mesurer leur impact là-dessus. C'est ça, GoCO2, c'est vraiment une espèce de d'hyperconcentration sur le sujet CO2. C'est Aurélien Barraud qui dit l'hyperconcentration sur le sujet CO2, c'est parce qu'en fait, c'est le plus simple de nos défis, c'est le plus simple à réaliser et c'est surtout celui pour lequel on peut avoir des solutions technologiques. Pour les autres, je veux dire, la crise du vivant, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution qui soit massivement déployable, qui soit très facilement construite, etc., comme le peuvent les technologies liées à la capture de carbone, au stockage de carbone, etc., etc. Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien et un philosophe. Il a écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique et il milite pour l'écologie et pour la décroissance. C'est comme si la perspective s'inversait et la déficience écologique devient le moteur d'une nouvelle phase d'innovation industrielle. Et donc, les innovations sont devenues indispensables pour pallier aux crises socio-écologiques. Les causes initiales de ces crises deviennent en fait des opportunités de développement d'innovation. Et donc on revient à la décroissance avec Gabriel Mallet. Donc, si vous voulez, la décroissance, c'est avant tout quelque chose qui dit qu'il y a une obligation environnementale à, en fait, si vous voulez, baisser la production afin de respecter les lignes planétaires. Et la grande différence que les gens ne font pas assez souvent avec la récession, c'est que la décroissance, c'est quelque chose si vous voulez, anticipé et planifié. Voilà. Et donc, en fait, voilà pour la question environnementale. Et ensuite, moi, j'utilise le terme prospère parce que je pense que cette décroissance n'est pas forcément quelque chose qui va amener du malheur, qu'on doit déplorer, mais quelque chose qui peut être tout à fait enthousiasmant si on définit en fait un nouveau type de prospérité. Et dans le dernier livre que j'ai écrit, je montre un peu ça. J'essaie de montrer en gros qu'on associe souvent la croissance et la prospérité. On se dit, bah, s'il y a de la croissance, s'il y a un nouveau truc qui est construit, etc., ça va être super, ça va faire de la prospérité. Or, c'est quelque chose, comme je viens de l'expliquer, qui est pas vrai environnementalement et socialement encore moins, parce qu'on voit qu'en fait, qu'à partir d'un certain niveau de PIB pour une population, finalement, la hausse de la croissance ne permet plus, en fait, si vous voulez, une hausse du bonheur individuel. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, et ça a été montré pour des pays, par exemple, comme la France ou les États-Unis. Si vous voulez, il y a pas de prospérité grâce à cette croissance. Et en plus de ça, si vous voulez, cette croissance capitaliste va instiller un rapport au bonheur particulier à travers le consumérisme. Et donc, l'idée, finalement, qu'on serait heureux en accumulant toujours davantage de biens matériels, qui est quelque chose d'évidemment assez faux et qui mène à une marchandisation du monde. C'est-à-dire que de plus en plus des relations humaines passent par de la marchandisation et qu'il y a la disparition, en fait, de relations de réciprocité, de charité. Et ça, finalement, ça va détruire beaucoup le lien social. Donc voilà un petit peu pour placer un peu l'idée de décroissance prospère. Donc c'est une obligation environnementale, première chose. Mais deuxième chose, c'est quelque chose de socialement désirable, à condition en fait voilà de poser vraiment les questions du bonheur, de qu'est-ce qu'on veut produire. Et Annabelle, je ne sais pas si ça te fait réagir par rapport à ce dont tu venais de parler, mais pour moi ça demande en effet de poser la question de l'utilité quoi, en fait sociale de ce qu'on fait en économie. Comme les ressources sont limitées, forcément, il faut se demander bon on arbitre quoi, qu'est-ce qu'on choisit de privilégier, etc. Et ce que les gens ont du mal à comprendre avec la décroissance, c'est que l'idée, c'est pas tout décroisse, évidemment. L'agroécologie, la santé dans les territoires, etc., c'est des choses qui peuvent évidemment croître. Par contre, il y a d'autres choses qui vont devoir décroître. Peut-être voilà, préciser quand on parle de décroissance, on parle de décroissance matérielle et décroissance économique, puisqu'on veut voir croître plein d'autres indicateurs qu'on valoriserait comme étant, disons, positifs. J'ai discuté de l'importance du flux énergie dans le trafic du grand port maritime de l'estuaire de la Loire. 80% des importations du grand port maritime sont issues de ce flux énergie et on estime que 90% de ce flux énergie sont des énergies fossiles. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, on propose très rapidement évidemment d'électrifier les quais, de décarboner les activités portuaires. Donc ça, à nouveau, c'est technologiquement assez rapidement faisable. C'est évidemment des efforts importants et qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein. Puis en plus, ça engendre des coûts. Donc. Mais par contre, ça ne suffit pas. Et puis, en fait, quelque part, c'est antinomique d'avoir des bateaux qui fonctionnent à l'énergie éolienne si eux-mêmes transportent du pétrole. Je veux dire, l'effort est inachevé, on va dire. Oui, donc cette transition énergétique, elle permet surtout de ne pas se poser la question de l'utilité sociale de ce qu'on produit et de nos infrastructures. Et cette question fait un peu peur, parce que souvent on peut nous dire, ah là là, l'utilité sociale, ça va être défini par des comités soviétiques, etc., dans les capitales, à Bruxelles, etc. Alors évidemment, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que dans le bouquin, moi je parle beaucoup, et ça peut-être ça fait écho, Annabelle, à ce que tu disais, mais de municipalisme et du fait qu'il faut en fait avoir beaucoup d'échelons locaux qui soient concernés par ces décisions. Je reviens sur le terme de municipalisme qui a été développé par le penseur américain Murray Bookchin, qui parle donc de municipalisme libertaire ou de communalisme. Il est l'organisation de la société autour de communes,
autogérée par les citoyens dans une confédération qui remplacerait l'État-nation. Gabriel, je te redonne la parole. Parce que pour moi, l'utilité sociale ne peut pas être définie en effet à un niveau macro, elle peut changer en fonction des territoires. Et c'est là où il faut mettre beaucoup plus de démocratie dans ces projets-là pour que les personnes au niveau local voilà, puissent choisir ce qui leur paraît être utile. Souvent, pour moi, la contre-exemple d'une politique écolo, c'est les gilets jaunes. Ça, c'est un truc qui est décidé depuis Paris, en se disant, ah ok, on va taxer l'essence, donc finalement, c'est quelque chose qui va être bien pour l'écologie, voilà, bon. Mais c'est pas du tout quelque chose qui a été pensé avec les habitants des territoires, ça va taper des gens qui ont besoin de leur voiture, qui sont précaires. Donc, si vous voulez, on ne lie pas écologie et sociale. Et pour lier écologie et sociale, forcément, pour moi, il faut aller au niveau territorial et mettre de la démocratie dans les projets. Pour revenir au port de Nantes-Saint-Nazaire, est-ce qu'il y a une implication des échelons territoriaux et locaux dans la gestion du port? Donc, ce qui a pêché dans l'estuaire de la Loire, c'est en fait l'absence d'une gouvernance qui inclurait des actrices et acteurs portuaires et industriels et des différents niveaux de gouvernement. En fait, du fait du statut de ce port étant un grand port maritime, il y a donc une présence implicite de l'État et du ministère des Transports et donc des niveaux étatiques de gouvernement, mais très peu des niveaux très locaux. Soit les voies locales étaient invisibilisées par le niveau régional, donc comme c'est la région qui discute directement avec le port, toutes les échelles institutionnelles verticalement en dessous, on va dire, étaient voilà, invisibilisées. Et donc, les problématiques liées, par exemple, à la santé publique, par exemple, à la santé des milieux et des habitats, étaient invisibilisées elles aussi. Moi, j'ai écrit sur le fait que quand le port est présent, les problématiques intraport dominent toutes les conversations. Donc, on ne parle plus que d'éolien et d'énergie, etc. Et quand le port n'est pas présent, ces gouvernances coordonnées constituées ne peuvent pas être pérennisées puisqu'il manque le gros acteur, un peu l'éléphant dans la pièce, qui est le port. En fait, cette verticalité dans la gouvernance du grand port maritime, mais également dans la gouvernance et la mise en œuvre de démarches de transition, elle s'inscrit en fait dans une idée de modernisation écologique et elle y est propice également. Mais elle vient également se confronter à une transition qui se voudrait peut-être plus pérenne ou plus durable, avec toute cette logique de voilà un mandat à 5 ans qui vient un petit peu questionner la mise en œuvre de démarches qui pourraient elles s'inscrire dans le temps. Et cette gouvernance, elle se fait et elle se défait momentanément au moment de grands projets, notamment industriels. L'un des exemples les plus récents, c'est un dépôt de projet par un consortium de partenaires qui s'appelle ZIBAC, qui a été à succès puisque existe maintenant en Loire-Atlantique voilà, la zone industrielle bas carbone, ZIBAC, qui est quelque part une promesse d'un avenir qui soit décarboné pour les territoires, qui s'inscrit dans un discours de transition énergétique. Et pour revenir très rapidement à la façon dont on est passé de transition écologique à transition énergétique, ce que ça traduit, c'est une approche fragmentée et par silo, on pourrait même dire par filière, comprendre industrielle ou économique, qui vient quelque part à désolidariser les problématiques socio-écologiques et donc les solutions qui leur sont apportées. Très rarement, on parle de plans énergie qui seraient liés à une certaine adaptation. En fait, on parle voilà, de ce secteur énergie et des solutions qui seraient apportées aux crises associées au flux énergie fossile carbonée, mais on combine très rarement cette approche avec voilà, une certaine notion d'adaptation qui vient également traduire une absence d'approche holistique ou compréhensive de ces problématiques et des crises et donc des transitions à apporter au pluriel. On est dans l'émission Autre monde, autres ondes d'Attaque 44. On est avec Annabelle Duval et Gabriel Malek pour parler de décroissance et de transition. Ce qui est intéressant dans la notion de décroissance, mais peut-être qu'on pourra parler d'un autre terme, c'est un petit peu comme transition, c'est-à-dire que, alors on nous bassine avec la transition, on en parle, et dans les régions portuaires c'est vrai, mais ça l'est également dans plein d'autres secteurs et domaines, c'est qu'on parle de transition, mais on ne semble pas vraiment savoir ce vers quoi on transitionne, puisque la transition, tu dis, c'est une planification vers autre chose, mais l'autre chose, il est peu pensé, et en dépit du fait que je disais sur l'une des premières pages, enfin, la page de titre du projet stratégique du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, il est parlé d'initier le monde de demain, mais voilà, le monde de demain, en fait, il est pensé à très court terme et pas vraiment à long terme. Une fois la décroissance, comment dire, complétée, finalisée, enfin arrivée à terme, peut-être qu'on basculerait dans un monde qui soit post-croissance, dit, comprenez, économique, et peut-être que ce serait intéressant que tu en discutes un petit peu. Pour le truc de transition de croissance verte, c'est qu'on ne remet absolument pas en cause le modèle de base. Il n'y a aucune radicalité dans le sens où on ne va pas à la racine, quoi. On veut faire exactement la même chose qu'avant en pensant qu'on va remplacer, par exemple, les voitures à essence par exactement le même nombre de voitures électriques. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas une remise en cause radicale. Là où la décroissance, en effet, demande de remettre en cause ça radicalement, en demandant de considérer l'utilité, en remettant en cause le capitalisme, finalement, qui cherche forcément une accumulation matérielle, etc. La décroissance a cette radicalité que ne porte absolument pas la croissance verte.
Et la décroissance, en effet, c'est là où je te rejoins, Annabelle, c'est un chemin finalement. C'est un chemin. Donc l'idée, c'est de, voilà, en effet, baisser la production matérielle pour faire en sorte de revenir dans un seuil qui soit acceptable pour les limites planétaires. Et une fois, en effet, qu'on aura fait cette décroissance, on pourra arriver dans un monde, en effet, de post-croissance, où là, on définira des nouveaux indicateurs. Donc on pourrait remplacer le PIB, qui est un indicateur très mauvais, qui a été inventé en fait dans un contexte particulier. Ça a été inventé par un statisticien qui s'appelle Simon Kuznets dans les années 30. Juste après la crise de 29, en fait, le gouvernement américain mettait plein de thunes dans l'économie, mais il savait pas si ça produisait de l'argent, en gros. Et donc, ils ont inventé cet indicateur à ce moment-là, qui a été très utile dans les années 30 pour relancer l'économie des États-Unis, mais qui ne mesure absolument pas le bien-être, ça mesure juste les échanges marchands. Donc, en effet, il faudra vers la post-croissance, changer le PIB par d'autres indicateurs. Il y en a qui existent déjà, qui sont pas parfaits, mais comme par exemple le bonheur brut au Bhoutan, où il y a des choses intéressantes. Donc, il faut les changer au niveau macro et aussi au niveau micro. C'est qu'aujourd'hui, la comptabilité financière de l'entreprise capitaliste est aberrante, mais vraiment aberrante dans le sens où, si vous voulez, une entreprise qui va emprunter de l'argent à une banque, elle a une dette financière, évidemment. Donc, elle va devoir faire de l'argent, faire du profit pour rembourser la dette financière, alors que, si vous voulez, les capitaux naturels, donc en gros les écosystèmes, et ce qu'on appelle, c'est horrible, je suis désolé, mais les capitaux humains, c'est-à-dire nous, quoi, capitaux sociaux, ça, en fait, c'est pas des dettes. Ça veut dire, vous, chez une entreprise, vous allez piller un lac et détruire la biodiversité, ou vous allez abîmer la santé de vos salariés au travail. Vous n'avez pas de dettes à rembourser. Et ça, c'est un énorme problème. Et donc, en effet, il faut aller vers la post-croissance ensuite et réinventer ces indicateurs. Peut-être pour revenir sur la notion de décarbonation, ce qui est intéressant dans les démarches, c'est en fait de traiter quelque part les conséquences des activités plutôt que les causes elles-mêmes. Et donc, par exemple, là, dans le cas d'une région portuaire, on discute de réduire les impacts du portuaire, du maritime. Et peut-être qu'on pourrait évincer quelques mots et dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le maritime et le portuaire? Donc, avec toute cette idée de, voilà, on est face à une montagne de problèmes qui nécessite sa montagne de solutions. Et donc, si peut-être on réduit la montagne, eh bien, le lot de solutions à apporter serait moindre, arriver plutôt à la source plutôt qu'aux conséquences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la circulation des flux à l'échelle planétaire. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers les territoires portuaires, puisqu'ils sont en fait la matérialisation de la circulation des flux, quoi. Puisque sans port, bah, il y a déjà beaucoup moins de flux qui circulent, puisque une large partie des marchandises, par exemple, si on parle de marchandises qui circulent dans le monde, le font sur des navires. C'est un petit peu d'ailleurs le paradoxe avec le transport maritime, c'est que les trois quarts du pétrole mondial et un sixième du charbon et du gaz mondial passent par le transport maritime. Et pourtant, le transport maritime est l'un des moins polluants sur Terre. Donc. Et aujourd'hui, pour pallier aux conséquences du transport de ces flux carbonés par des navires qui eux-mêmes utilisent une énergie carbonée, on va dire, il y a en ce moment des essais d'assistance vélique sur des navires commerciaux, etc. Mais donc, à nouveau, c'est venir pallier aux conséquences de la circulation de ces flux et de ces activités plutôt que de remettre en question le besoin de ces énergies. Voilà. Et je pense on se retrouve beaucoup, Annabelle, parce qu'en effet, la question, moi, c'est comment on réduit. Typiquement, moi, j'ai travaillé quand même plusieurs années où je faisais du conseil aux entreprises sur la post-croissance, tout ça, donc j'essaie de comprendre, de les comprendre. Souvent, on va parler d'économie circulaire. Voilà. Alors, l'économie circulaire, finalement, ce serait l'idée qu'on pourrait utiliser des matériaux, les réutiliser, etc. Et moi, ce que je leur explique à chaque fois, c'est que l'économie circulaire suppose avant tout, et c'est ce que tu disais, Annabelle, de réduire la production de base. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, comme je dis, il n'y a pas de croissance verte, donc il n'y a pas d'économie circulaire parfaite. Et un des énormes problèmes dans l'économie, je trouve, cette croyance qu'ils ont, qui est une croyance qui est quasiment religieuse, hein, dans un progrès technologique qui permettrait de régler les choses. C'est incroyable, quoi. Et l'exemple que je donne souvent, désolé, je vais le reciter, Jean-Baptiste Pressos, mais c'est mon directeur de thèse, donc mais en gros, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps, il avait fait un débat parce qu'en fait, il y avait un papier qui était sorti dans Le Monde où lui, en fait, de cette manière, il critiquait le rapport 3 du GIEC en disant, globalement, hein, qu'ils ont fait très bien leur travail, évidemment, hein, ils sont très rigoureux et ils ont fait une revue scientifique de ce qu'ils disaient sur le climat. Et en fait, ce qui gênait Jean-Baptiste Fressos, c'est que dans ce rapport, le mot de sobriété et de décroissance était à peine cité ou très peu de fois. Et par contre, la place belle était faite à des innovations technologiques comme l'hydrogène vert, comme le captage de carbone dans l'atmosphère. Enfin, il y a plein de trucs sur des solutions technologiques pour l'instant inopérantes qui sûrement coûteraient très cher à développer environnementalement, financièrement, etc. Pourquoi c'est le cas? Eh bien, parce qu'une bonne partie de la recherche scientifique aujourd'hui est financée, il faut le dire, par des grosses entreprises, des multinationales, dont le but avant tout, c'est faire du fric. Pour pouvoir arrêter dans le capitalisme, c'est comme ça, hein. Si vous voulez, elles vont beaucoup plus encourager un projet qui va leur expliquer que dans 5 ans, elles pourront faire un hydrogène vert décarboné, blabla, que des projets de sobriété, de décroissance. Alors même que, évidemment, qu'ils sont beaucoup plus efficaces pour baisser les pressions sur la ligne planétaire. Et donc moi, c'est ça qui me dérange vraiment, cette croyance
mais quasiment religieuse dans du projet, dans de progrès de l'innovation qui permettrait de tout résoudre. Vraiment, c'est un truc qui est complètement faux. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous parle de développement durable avec des innovations et que les limites planétaires sont dépassées une à une. On en a 7 sur 9 aujourd'hui quand même. Pour m'être confronté à ça auprès d'entreprises, des fois je trouvais des personnes qui dans l'entreprise étaient tout à fait sensibles à ce que je racontais, qui comprenaient très bien qu'il y avait des limites planétaires, etc. Mais si vous voulez, c'est structurel, la structure de l'entreprise même, et là je parle plus des multinationales qui ont un actionnariat, par exemple BlackRock, etc. Ces multinationales, structurellement, sont là pour faire du profit de plus en plus, quitte à exploiter davantage le vivant et le social. Et c'est ça qui est triste en fait, c'est que à titre personnel, il y a des gens qui sont très gentils, il n'y a aucun souci, mais structurellement, ces entreprises cherchent du profit à cause du capitalisme. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse de changer. Je me dis comment on peut structurellement changer les choses, parce qu'en fait, on va pas y arriver sinon, quoi. Et en fait, si vous voulez, le fait que ce qui est aberrant, c'est que euh, l'économie, qui est quand même une construction, c'est une convention, c'est des conventions sociales, hein, humaines, hein, ont finalement un peu plus d'importance que les limites biophysiques et les besoins sociaux, quoi. Et c'est là vraiment, il y a une inversion très problématique. J'avais déjà évoqué le technosolutionnisme et le techno-optimisme. Il me semble que je l'ai cité. Je ne sais pas si tu veux commenter. Non, mais tu as eu raison de le dire, hein, mais c'est vrai, le technosolutionnisme, donc l'idée que, ouais, qu'on pourrait tout résoudre grâce aux solutions technologiques, non, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un des mythes qui permet de faire tenir cette idée de croissance verte, on remet à plus tard le fait qu'on arrivera à trouver des solutions. Non, mais je te dirais avec toi que c'est un... Mais le truc, c'est que des gens, ils croient sincèrement, et c'est là où je pense que la décroissance est très liée à la question des imaginaires. C'est-à-dire que la décroissance, en fait, au départ, c'est beaucoup des gens qui critiquaient la publicité, etc. Et l'idée, finalement, que le fait que l'être humain veut consommer de plus en plus, avoir plus que son voisin, etc., c'est pas un truc naturel, évidemment. C'est un truc construit socialement. Et je pense que cette confiance dans la technologie est construite socialement. Et des fois, quand je parle à des gens qui ont un certain âge et qui sont très capitalistes et tout, je pense vraiment que voilà, ils ont vu Star Wars, ils ont vu les voitures qui volaient, etc. Et ouais, bon, bah, ils pensent que Elon Musk, il va réaliser ça, quoi. C'est un peu triste. Mais il faut retravailler ces imaginaires-là, je pense. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, la question que je te pose, c'est comment concrètement travailler ces imaginaires justement pour réimpliquer les citoyens et retrouver un peu de démocratie? Bah dans le livre, dans la première partie, j'explique qu'en fait, je pense que un des énormes problèmes du capitalisme et tout, je le disais tout à l'heure, c'est que l'économie, ça c'est ce que décrit Polanyi avec la marchandisation, etc. Mais en fait, l'économie a pris le pas sur la société et la société s'est mise au service de l'économie. Et finalement, je pense qu'une des grandes désaffections de la part des Français du politique, c'est le fait que depuis 30 ans, on a les mêmes politiques libérales. C'est aussi le fait que malgré le non au référendum de 2005, on ait quand même fait passer ça, etc. Et je pense que les gens, voilà, ils votent, mais ils voient qu'il n'y a pas de changement, etc. Donc pour moi, il faudrait mettre au niveau local. Et dans la deuxième partie, qui est une sorte d'utopie en fait. Donc j'ai été obligé de passer par l'utopie pour tout vous dire. Au début, j'avais écrit la partie sur la prospérité décroissante sans utopie. Mais en fait, je suis comme vous, enfin, je suis tellement ancré dans le monde actuel, etc., que j'avais du mal à m'en détacher. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ce serait un municipalisme en relisant Bookchin et tout. Et donc typiquement, je pense qu'il faudrait faire en sorte que les gens aient une journée par semaine, tout le monde, qui soit dédiée à la politique. Après, évidemment, s'ils ne veulent pas faire de politique, ils n'ont pas à le faire, ils peuvent faire autre chose. Et les gens pourraient siéger au sein de ces assemblées municipales en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs intérêts, pour que les décisions soient prises. Et ça demanderait en effet de territorialiser beaucoup de décisions. Ça demanderait aussi de faire en sorte que le budget des collectivités territoriales soit beaucoup plus local et autonome, qui ne dépendent plus de l'État. Donc ça, c'est oui, dans la projection, c'est ça. Pour moi, en fait, il n'y a pas de citoyen politique sans matériellement le fait qu'on permet aux gens de faire de la politique, qui demande évidemment davantage de partage des richesses. Ça, c'est pour l'utopie. Par rapport à ce que tu disais sur le côté plus concret maintenant, ça, c'est dans la troisième partie. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent permettre de, c'est ce que Bernard Friot appelle les déjà là, mais qui permettent un peu de préfigurer ce que je raconte dans l'utopie. Et ça, par exemple, pour moi, l'exemple que j'adore, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Et là, Annabelle, en plus, je pense que ça va peut-être résonner un peu avec les flux internationaux dont tu parlais, mais pour moi, ce que j'adore, en fait, avec ce qu'on appelle la SSA, c'est l'idée qu'on passe d'un modèle agricole finalement est tourné vers l'exportation, qui s'intéresse au prix du blé fixé à la bourse de Chicago, etc. Il y a un modèle en fait ultra capitaliste et dont les résultats sont malbouffe pour beaucoup de Français, sol bourré de pesticides, donc destruction environnementale, et malheur agricole avec des gens qui sont très mal payés, qui sont en plus confrontés aux pesticides, etc. Et là, c'est ça, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, on sort de ce bordel de mondialisation-là sur en fait ce besoin fondamental qui est se nourrir, et on fait en sorte qu'en fait, ce soit produit davantage au niveau local, davantage en bio, c'est même pour les sols, ça puisse être vendu à prix fixe aux habitants d'un territoire. Et là, pour moi, c'est parfait, quoi, parce que du coup, c'est l'idée que le droit qu'on a en France à être soigné, quelle que soit son origine, ses revenus, etc., il soit en fait transféré à l'alimentation.
et que qui qu'on soit, on a le droit à une alimentation saine. Ça crée beaucoup de liens dans les territoires et surtout, c'est l'inverse de ce que je racontais sur les Gilets jaunes tout à l'heure. Là, quand vous faites ça, les gens, ils voient comment l'écologie va améliorer leur quotidien socialement. Et honnêtement, je pense que tout le monde est gagnant dans cette affaire, hein, que ce soit du coup les consommateurs, que ce soit évidemment l'environnement qui sera plus plein de pesticides, etc. Et même les agriculteurs, quoi, qui seront certains d'avoir un débouché à prix fixe. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la SSA, c'est que c'est expérimenté dans plein de territoires, qu'on n'a pas besoin d'attendre un changement au niveau de l'État, et qu'on peut, voilà, au niveau local, le faire surgir et sortir d'une logique, en effet, de globalisation qui peut valoir sur certaines choses, mais qui, pour moi, n'a pas à valoir pour des choses de besoins fondamentaux si on peut le faire sur place. Et pour donner un exemple de mise en place de la SSA, le Parlement belge a récemment adopté une résolution pour instaurer la sécurité sociale de l'alimentation. On attend donc de voir comment cela va être concrétisé, mais c'est donc effectivement possible à un niveau national. Peut-être sur la notion d'imaginaire, les activités, les infrastructures, les systèmes portuaires et industriels sont déconnectés de leur territoire. On peut envisager que les transitions soient un espace pour reconnecter ces infrastructures aux besoins des territoires et aux réalités de ces territoires également. Et donc, il serait question de proposer des contre-imaginaires pour un petit peu quitter l'estuaire de la Loire et aller sur un autre territoire fluvial en France. Je pense à ce qui se fait au niveau de l'axe Seine et notamment les différentes luttes qui sont représentées sous le mouvement parapluie que sont les soulèvements de la Seine. C'est un ensemble de 4 luttes avec une idée de combattre ces différents projets d'artificialisation, de construction d'entrepôts, de mise à grand gabarit de la Seine à certains endroits et donc de destruction d'habitats naturels pour le cas de la zone humide. Et s'organisent localement des collectifs de militants, militantes, mais également en soutien à des collectifs de riverains, riveraines, qui, elles et eux, viennent proposer des contre-imaginaires à ces projets. Et pour citer très brièvement et paraphraser plutôt que citer Aurélien Barraud, lui, ce qu'il suggère, c'est qu'on mette plutôt un poète à la tête de l'État qu'un ingénieur. Et lui, son constat, c'est qu'on est face à une vraie crise de la créativité, en fait, plutôt qu'à des solutions, puisqu'il y en a plein, il y a pléthore de solutions puisque je parlais d'ingénieurs à la tête de l'État, je le fais également dans le contexte du territoire portuaire qui m'a intéressé, donc l'estuaire de la Loire, puisque en 2024 a été nommé un nouveau directeur, donc Jean-Rémy Villageois, qui lui est ingénieur de formation et qui lui a commencé sa carrière au sein d'une entreprise de forage pétrolier au Texas. Donc on peut également se questionner sur voilà le chef de file sur un projet de transition, par exemple énergétique, c'est quelqu'un issu de ce secteur et de ces activités. Bah, Navel, ça me fait réagir ce que tu dis. Bah, hyper intéressant l'exemple que tu donnes sur les soulèvements de la Seine. Et pour moi, c'est exactement ça, quoi. Et quand tu dis ça, moi, tout de suite, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la 69, enfin, ce qui se passe toujours d'ailleurs. Donc, un projet aberrant écologiquement, ça, tout le monde en est d'accord. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, en effet, c'est que les collectifs comme La Voix est libre, non seulement ils vont lutter avec raison contre ce projet, et en plus de ça, ils vont dire, ouais, et en plus, on a un contre-projet à vous proposer, etc. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est de nature à inspirer le mouvement militant, les assos comme les Amis de la Terre, Attaque, les soulèvements et tout. Je pense vraiment il faut être dans cette critique radicale du capitalisme et en même temps proposer un outil de prospérité, quoi. Vraiment, je pense qu'il faut faire les deux. On peut pas simplement être en contre, quoi. Il faut être en contre et aussi proposer des déjà là, etc. Et ça me fait beaucoup réagir ce que tu dis sur la question de. Moi aussi, j'aime bien ce que raconte Aurélien Barraud et je pense qu'il a saisi la profondeur de ce qui se joue. La phrase que j'aime bien de lui, c'est avec un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, on peut raser la forêt amazonienne. Ça veut dire de cette manière que même si on trouvait, moi des fois je parle à des ingénieurs, ils me disent ah oui mais Gabriel, t'as des croissances, blabla, peut-être qu'on va trouver la fission nucléaire, je sais pas quoi, les moyens d'avoir une électricité illimitée. Euh, je pense que ce serait la pire nouvelle, hein. Enfin, je veux dire, parce que la manière dont aujourd'hui on se pose la question de l'utilisation de ça, vu qu'elle est très capitaliste et que juste on surproduit pour prendre toujours davantage, je pense vraiment que si on avait une énergie illimitée avec un raisonnement d'ingénieur comme ça, on finirait de tout détruire, de tout artificialiser. Et même peut-être pour terminer un peu sur l'imaginaire, et pour montrer à quel point c'est important, sur les mesures, par exemple, sociales, sinon il y a une mesure qui avait été portée pendant la campagne de 2022, il me semble, par LFI, qui était proposée par Piketty, et l'idée c'était de faire en sorte qu'on taxe en fait l'héritage des personnes qui ont plus de 2 millions d'euros d'héritage personnel, donc c'est pas mal, quoi. Et au-dessus de 2 millions d'euros d'héritage personnel, l'État prend tout, et en fait, du coup, ensuite le répartit à l'ensemble des citoyens à l'âge de 18 ans. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui ferait une répartition des richesses très forte, qui toucherait quand même très peu de gens, et en fait, quand on teste ce genre d'idée dans l'opinion publique, souvent c'est très majoritairement rejeté. Alors que la grande majorité des gens n'auront jamais plus de 2 millions d'euros d'héritage personnel. Et pourquoi? Eh ben, c'est surtout lié à ces histoires d'imaginaire. Ça veut dire, on a tellement projeté l'idée que pour être heureux, il faudrait avoir beaucoup, être riche, qu'on peut, tu vois, c'est Macron qui dit, je sais plus, je veux plus de milliardaires, ou je sais plus ce qu'il avait dit, enfin, qui veut que les jeunes rêvent d'être milliardaires. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, vous projetez cet imaginaire dans les gens. Et donc, les gens, en fait, quand ils voient que l'État veut taxer les plus riches, se disent, ah, mais attends, si moi je deviens riche un jour, grâce à mon travail,
ce qui a très peu de chances d'arriver dans une société capitaliste, de quel droit l'État aurait le droit de prendre de l'argent. Et en fait, si on ne travaille pas cette question de l'imaginaire, je pense qu'on n'arrivera pas à apporter des idées radicales d'un point de vue écologique et social. Et peut-être sur les déjà là, on a quand même des exemples assez vivants. Cette année 2026, on a fêté les 8 ans de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et donc la ZAD qui subsiste sur ce bocage habité. C'est un exemple parfait de ce qu'on pourrait proposer comme contre-imaginaire en fait. Et j'invite tout le monde à aller faire un tour sur une ZAD et à aller se confronter à cette utopie matérialisée en fait. C'est la mise en pratique pour citer Illich, d'appel à la convivialité qui date maintenant de 73. Ouais, je vois qu'on a beaucoup de références communes. Ouais, la convivialité d'Illich, c'est un texte qui me parle beaucoup. Et en effet, c'est un des fondateurs de la pensée de la décroissance. Et justement, lui, il a une critique sur la technologie qu'on entend assez rarement aujourd'hui. Il considère que le marxisme est intéressant, etc. Mais que globalement, ce qui crée un problème dans la société, c'est qu'il y a des outils qui sont par essence dominants, quoi. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant l'industrialisation. Et il prend l'exemple de ce qu'on appelle les Luddites, ce sont des ouvriers anglais du secteur textile qui ont gagné le surnom de briseurs de machines. En gros, Illich explique que bon, bah, c'est des ouvriers qui auparavant travaillaient en fait à la maison, donc ils avaient un nombre de pièces textiles à faire par semaine, mais ils avaient, si vous voulez, une sorte de liberté ils le faisaient chez eux, ils pouvaient, je sais pas, choisir de travailler 3 jours à fond ou un peu chaque jour. Et on a inventé du coup les machines industrielles textiles. Et l'idée au départ était une idée un peu humaniste, on pourrait presque croire, hein, avec l'idée de dire bon bah on va remplacer les esclaves par des machines qui serviront l'homme, et c'est super, quoi. Sauf que ce que montre Illich, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a eu ces machines, on a rassemblé les ouvriers dans ce qu'on appelle les usines. Et en fait, dans ces usines, bah, ils devaient être là de telle heure à telle heure. Ils avaient un contremaître qui leur demandait d'aller plus vite. Et puis surtout, la machine textile elle-même a une cadence. Et en fait, l'ouvrier doit suivre cette cadence. Paradoxalement, l'homme devient un peu l'esclave de la machine, quoi. Et que ça, les luddites n'ont pas accepté. Et que du coup, ils ont fait des révoltes, de sabotage, notamment contre les machines, qui ont été réprimées très durement. Et il essaie de se poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est les outils qui sont conviviaux? Par exemple, ils considèrent qu'un vélo, c'est convivial. Et quels sont les outils qui sont dits dominants et qui, en fait, vont mener forcément à une aliénation de l'homme. Et ça permet, en fait, la grille de lecture d'Illich de se poser plein de questions sur les outils nouveaux. Avant la pause, Gabriel, tu nous as parlé des Luddites. C'est un terme qui est devenu franchement une forme d'insulte dans la bouche de certains, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les principes sur lesquels repose la décroissance prospère. Ouais, bah, comme je disais, la dépense prospère, l'idée, c'est de réinventer la notion de prospérité. Et donc, du coup, on sort de cette prospérité capitaliste qui est très étroite pour aller vers un nouveau type de prospérité. Et donc, voilà, la prospérité en décroissance, c'est faire en sorte d'avoir une autonomie, mais en même temps d'être relié aux autres, et aux besoins sociaux, de répondre aux besoins fondamentaux et surtout de cultiver un peu l'épanouissement. Et justement, tout ce qui est un peu spirituel, quoi. Ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est pas un plan à la Shift Project. Je vais pas commencer à arriver et définir moi-même ce que c'est la décroissance. Comme je l'ai dit, en fait, ça dépend pas mal de ce que pensent les gens et c'est une question qui est démocratique. Mais par contre, il y a 5 principes qui me paraissent assez importants. Déjà, la municipaliser, donc le fait qu'il faille, je le disais, territorialiser une bonne partie des décisions. On est des animaux assez politiques quand même, on a besoin de se sentir participer aux décisions politiques, etc. Et ça doit être fait au niveau local. Il faut faire attention parce que la question, c'est que quand tu reviens à un niveau territorial, comment tu fais pour faire ça et pour autant garder évidemment tous les droits fondamentaux acquis, que ce soit pour les personnes LGBT, que ce soit pour les personnes racisées, que ce soit pour les femmes. Comment finalement tu reviens à un niveau territorial sans tomber dans une sorte de conservatisme? Et dans le bouquin, en fait, je me suis servi d'un concept que j'aime bien qui s'appelle l'enracinement. Alors tout de suite, ça fait oh là là, enracinement, ça fait concept de droite. Bon. Et au final, bon, je m'en sers à travers un bouquin qui a été écrit par Simone Weil, qui s'appelle L'enracinement, où en fait, elle dit l'enracinement est un des besoins les plus méconnus et les plus importants de l'âme humaine. Les gens ont besoin de se sentir enracinés, mais ce qui est intéressant, c'est que son enracinement n'est pas lié à la couleur de peau, à ton origine, à ton sexe, absolument pas. C'est lié au fait de est-ce que oui ou non tu participes dans la vie de la cité, etc. Et ça que j'aime bien, quoi. Le concept de racinement de Veil, pour moi, est complètement compatible avec les enjeux voilà, féministes, décoloniaux, etc. Ensuite, partager, bon là, en gros, c'est l'idée qu'il fallait quand même, je le disais avec la SSA par exemple, avoir voilà, une mutualisation plus grande pour les besoins fondamentaux, tout davantage de partage au sein de la société. Pour la décroissance, l'idée, c'est pas tant de répartir les richesses a posteriori en taxant les gens, mais c'est de faire en sorte que les inégalités aussi grandes ne puissent pas exister de base. Voilà, c'est pas normal qu'il y ait de tels écarts de salaire, etc. Ensuite, c'est arbitrer. Et là, c'est un petit peu dur, hein, c'est ça qui fait mal. Arbitrer, c'est de dire, bon, les ressources sont limitées, donc il faut choisir. Donc là, je propose quelque chose qui fait un peu, qui énerve un peu les libéraux, mais c'est pas grave. C'est l'idée, je pense, qu'il faut limiter un peu le droit d'entreprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, dans le Code civil, il y a un article, qui est l'article 1833, qui dit quelles sont les conditions pour créer une entreprise. Et pour créer une entreprise, il faut un objet licite
Il faut que ce soit créé dans l'intérêt commun des associés. C'est tout. Et en fait, il y a une phrase qui a été ajoutée il n'y a pas longtemps, en 2019, en disant qu'il faut une prise en compte des enjeux socio-environnementaux. Pour l'instant, c'est purement déclaratif, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin et carrément, on pourrait se dire, bon, bah voilà, pour avoir le droit de créer une nouvelle entreprise qui va utiliser des ressources, il faut peut-être qu'on discute un peu, voilà, de l'utilité sociale. Je pense qu'il faut arbitrer différemment en discutant au niveau local et on ne peut pas créer tout et n'importe quoi. On n'a pas assez de ressources. Le quatrième principe, du coup, c'est jouir ou profiter, mais en gros, c'est l'idée de dire que dans cette décolonisation des imaginaires, l'idée de la carrière par l'accumulation capitaliste sera plus, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de la vie, et que voilà, il faut se trouver vers d'autres types de développement, vers une jouissance qui peut être liée à la spiritualité, à plein de choses. Et le cinquième, c'est protéger. Un des problèmes aujourd'hui, si vous voulez, c'est que il y a des règles qui sont mises en place, pas beaucoup, hein, mais sur l'écologie, mais elles sont absolument pas vérifiées, contrôlées, sanctionnées. C'est vrai qu'il y a des entreprises en fait qui font des violations incroyables du droit environnemental ou social et qui ne sont absolument pas contrôlées parce qu'il n'y a pas vraiment de gens dédiés à ça. Il y a ce qu'on appelle l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui le fait. Ils sont pas assez nombreux. Et en plus de ça, parfois il y a un manque de respect, je trouve, qui leur est fait. Et aussi comment tu protèges les filières en France. Je serais plutôt d'accord pour une sorte de protectionnisme. Ça veut dire, j'aimerais bien qu'on mette en place au niveau peut-être de l'Europe des normes sociales et environnementales qui fassent que certains produits ne peuvent plus rentrer au niveau européen. Et évidemment, ça déplaire aux multinationales, mais j'avoue que j'en ai pas grand-chose à faire. Mais par contre, je pense que ça pourrait aider des PME ETI qui finalement subissent cette concurrence internationale, mais pourraient en fait produire davantage en France, etc. Et donc voilà, donc ça c'est les 5 principes que je vois un peu de la prospérité en décroissance. Et je pense que si on faisait ça, bah, on aurait peut-être un PIB plus petit, mais il y aurait moins d'inégalités, un meilleur environnement, davantage de bonheur, et voilà quoi. Je trouve que c'est plus enthousiasmant quoi. Il faut s'y mettre. Alors vous avez tous les deux parlé de Ivan Illich. Il y a certaines personnes qui utilisent le terme de décroissance conviviale. Le capitalisme va souvent absorber les critiques pour les digérer, les recracher complètement, les dépolitiser, les désarmer. Est-ce que pour toi, le terme de décroissance, c'est vraiment le bon terme, l'objectif désirable ultime qui ne pourra jamais être détourné ou dénaturé? Je pense que décroissance, il y a, en tout cas, il y a la radicalité sur le capitalisme qui est claire, et je pense que ça n'a jamais été repris, et ça c'est très bien. Voilà. Donc pour moi, il est solide là-dessus. Là où par contre, il peut être problématique, et c'est pour ça que dans l'assaut Altercapitale où je suis, on parle de décroissance prospère, et on est très très clair sur la question de la convergence des luttes. Pour nous, il y a pas de décroissance si on ne le lit pas aux questions de l'émancipation, aux questions du décolonialisme, à toutes ces questions-là. Et c'est hyper important. On voit, il n'y a pas beaucoup d'assauts décroissants en France, mais il y a d'autres mouvements décroissants qui sont très très bien hein, sur la question écologique et la réduction, etc., mais qui vont pas forcément faire ce lien avec les questions décoloniales, féministes, LGBT. Et donc c'est pour ça qu'il y a différentes décroissances, hein, et que nous, chez Alter Capitae, on a vraiment une décroissance qui est très très convergence des luttes. Et pour nous, c'est ça, la décroissance, c'est ça qu'on essaie de porter aussi au sein du mouvement décroissant. Parce qu'on sait que certains sont très bien sur l'environnement, mais vont nous dire, mais attendez, pourquoi Alter Capitae a pris position sur la Palestine, pourquoi Alter Capitae a pris position sur l'antifascisme, pourquoi vous refusez de parler avec l'extrême droite, pourquoi le lier forcément aux questions du féminisme, etc. Bon, c'est forcément une décroissance qui est, voilà, qui est dans cette convergence des luttes. Donc, pour répondre à ta question, Gauthier, ouais, je pense que il est très clair sur le capitalisme, mais il n'est pas forcément clair sur l'histoire de la convergence des luttes. Dans le bouquin, je parle des biorégions. C'est l'idée finalement qu'il faudrait s'intéresser au territoire, non pas avec un découpage administratif, mais davantage avec, voilà, en respectant les équilibres naturels, des bassins versants, blablabla, des estuaires, etc. Sauf qu'il y a deux visions des biorégions. Attention. Il y a une vision que moi je connaissais, c'est celle-là dont je m'inspire, qui est celle des collapsologues, de Pablo Servigne, Agnès Sinaï et tout, où eux, en fait, voilà, les biorégions, ils ont fait une étude sur l'île de France. Bon, bah, c'est clairement un truc, convergence des luttes, qui s'aligne parfaitement avec ce qu'on raconte. D'un autre côté, et je me suis renseigné, et c'est pour ça que dans le livre, tout comme pour Enracinement, je dis attention, je parle de biorégion, mais de ces biorégions-là. Qu'en fait, je sais qu'il y a des penseurs d'extrême droite qui reprennent ces termes d'enracinement de biorégion pour avoir une vision naturalisante en disant, ah, je caricature à peine, hein, ah oui, mais dans la nature, ça se fait comme ça, donc les femmes, elles doivent avoir tel rôle. Faut pas lâcher ces mots à l'extrême droite, faut les choper nous. Mais par contre, il faut être ultra clair là-dessus. Et c'est en écrivant le livre, quelqu'un m'a dit, fais gaffe, il y a toute cette histoire-là sur les biorégions et tout. Et je me suis renseigné, et de fait, c'est effrayant. J'ai lu un article que je vous propose enfin, que je vous conseille de lire dans Reporter, qui parle d'un bouquin de Julien Rochdy, que je n'ai pas le plaisir de connaître, qui est l'ancien porte-parole des jeunesses RN, et qui a écrit un bouquin, et le bouquin, c'est effrayant. Et en fait, il parle de biorégions, il parle de décroissance, il parle d'écologie. Il y a même une phrase, il me semble, où il explique qu'il faut céder les anticapitalistes de gauche, qui est quand même assez rare à voir chez les gens d'extrême droite. Donc là, jusque-là, tu te dis OK. Et là, la page d'après, enfin, le chapitre d'après, c'est il faut créer un tribunal pour les sous-hommes, pour les empêcher de se reproduire et les mettre en esclavage. Donc ça calme, hein. Donc, vous voyez? Et donc, c'est là où il faut utiliser ces termes de décroissance et tout, mais vraiment se différencier de ces pensées-là de manière ultra claire. Parce que je pense qu'il y aura une bagarre à un moment là-dessus. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en fait, on va aller vers une baisse du PIB, ça va arriver, je pense que ça va être subi.
Mais je pense qu'il faut être très très clair sur la convergence des luttes, sinon on risque de se faire bouffer par des pensées réactionnaires et racistes. Oui, c'est assez impressionnant de voir l'extrême droite qui se réapproprie l'écologie, parfois jusqu'à l'écofascisme carrément. Cette convergence des luttes, elle est d'autant plus importante. Annabelle, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu observer dans tes sujets de recherche? Oui, pour les soulèvements de la Seine, c'était pas mon terrain de recherche, donc je peux en parler plutôt d'un point de vue citoyen, on va dire, et peut-être militant, mais en tout cas citoyen. Pour notamment le projet de Green Dog, il y avait justement une convergence, ça c'est sûr, de lutte et de sujets et de problématiques, notamment avec les notions de racisme environnemental. Pour recontextualiser un petit peu le projet des soulèvements de la Seine, mais également des soulèvements de la Terre, c'est toujours de venir en soutien à des luttes existantes. Donc, dans le cas de Green Dog, il y a eu des liens qui ont été faits avec des syndicats d'ouvriers de ces anthropologistes et qui ont été fructueux. Mon second cas d'étude, c'est la ville-région de Los Angeles, alors autre contexte, et puis dans des États-Unis sous Trump 2, donc je me suis intéressée à justement les populations vivant aux abords de ces entrepôts logistiques. Enfin, vraiment, sur les questions de racisme environnemental, ça converge très rapidement avec les notions de territoire oublié, territoire, on pourrait dire sacrifié. J'ai observé ça en Loire-Atlantique. Les Sœurs de la Loire, c'est un patrimoine naturel très intéressant. C'est vraiment très particulier et très unique comme écosystème en Loire-Atlantique. Et donc, il y a plein de problématiques liées au plus qu'humain, au non-humain, qui sont très peu représentées dans les documents de politique publique et les projets stratégiques du Grand Port Maritime. Mais il y a tout de même des collectifs et des actrices et acteurs qui font avancer ces sujets-là. Je pense aux naturalistes des terres et à d'autres personnes présentes dans l'estuaire. Pour revenir très rapidement sur les transitions, qu'elles soient énergétiques ou écologiques, c'est l'inverse de la crise. C'est-à-dire la crise, on l'a subie. La transition, c'est la planification. Donc, j'ai terminé ma thèse avec l'inauguration du deuxième mandat de Trump. Trump, dès son arrivée, a tout de suite enclenché une guerre commerciale qui avait des répercussions immédiates dans les réflexions des territoires portuaires. Comme je le disais, j'étudiais à la ville-région de Los Angeles, premier port de la façade pacifique de toutes les Amériques. Et donc, très rapidement, face à cette guerre commerciale, se pose la question d'un protectionnisme. Et donc, quid de, c'est toujours la même question, hein, mais quid du port si finalement le corridor commercial entre les énormes usines de production d'Asie du Sud-Est et cette façade pacifique des Amériques vient à être fermée du fait de cette guerre commerciale, que devient un port? À quoi sert-il? Et donc, peut-être le port, dans ce cas-là, se tournerait plutôt vers la terre que vers la mer. Et donc, j'allais y venir sur le sujet des biorégions, mais ça m'a beaucoup intéressé, notamment parce que ça a été étudié dans le cas de la Californie. Ces infrastructures qui ont été au service d'un système capitaliste, mondialisé, extractiviste, on pourrait y ajouter plein d'adjectifs. Comment est-ce qu'on peut mettre ces infrastructures au service d'un autre territoire, enfin, de son territoire d'ancrage, en fait? C'est ça le paradoxe à nouveau dans l'étude du fait portuaire, et au service d'alternatives qui soient s'inscrivant dans la post-croissance économique. Je pense on est très alignés et je pense que c'est vraiment une question d'anticipation. Et moi, c'est ce que je revendique de plus en plus parce que, en gros, ce qui m'intéresse avec l'expérience prospère, c'est de faire en sorte qu'en gros, cette idée sorte des milieux universitaires et militants dans lesquels elle est déjà assez répandue pour aller toucher le grand public. C'est ça qui m'intéresse, en gros. Et donc, je sais pas, par exemple, là, j'étais au centenaire d'entrepreneurs chrétiens, donc, enfin, de chefs d'entreprise chrétiens, quoi. Et donc, je leur explique ces histoires de décroissance et tout. Et moi, ce que je revendique aujourd'hui, c'est vraiment le pragmatisme. Je leur explique juste qu'il y a des limites planétaires, que les gens qui parlent de croissance verte sont dans une fable complète et qui sont absolument pas pragmatiques, et que les décroissants ont le monopole du pragmatisme aujourd'hui. Pour autant, c'est une idée qui est sortie comme un épouvantail par les capitalistes, etc., dès qu'ils le peuvent, parce qu'ils savent très bien que c'est pas compatible avec le système capitaliste. Pour autant, il y a tellement, malheureusement, de désinformation sur la décroissance qu'il faut faire ce travail-là. Et voilà, moi, je le fais de manière radicale et bienveillante, mais j'essaie d'aller leur parler, parce que des fois, il y a vraiment des gens qui sont ignorants, quoi, de ces choses-là. Par exemple, ils ont entendu, je sais plus, quelqu'un m'avait dit, ils ont entendu Macron qui a dit les décroissants, c'est des Amish. Donc, ils vont dire, ah, d'accord, vous êtes des Amish, vous voulez pas de technologie, ah. Il y a un effort de pédagogie à faire qui est important et que parfois on ne fait peut-être pas assez dans les milieux militants, mais il faut réussir à le faire en restant très radical. Ça veut dire que moi je leur explique gentiment, par contre ils ne me font pas dire que le capitalisme est compatible avec ça. Et ça je leur dis noir sur blanc. Et ce que je remarque d'ailleurs, c'est assez intéressant. On fait souvent ces réflexions à la fin de ces conférences-là. C'est que souvent les gens qui viennent me voir pour me dire bravo, vous avez tenu la ligne, bon c'est les jeunes évidemment, et aussi en fait dans les chefs d'entreprise des femmes plutôt. Et je pense qu'il y a un rapport à la croissance un peu viriliste où certains chefs d'entreprise essaient à la fin de me convaincre et se sont attaqués personnellement, quoi. Donc, ils veulent me convaincre que le capitalisme c'est bien, que la croissance c'est bien. Et c'est beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Et je pense que c'est peut-être ils ont un rapport viriliste à ça, où ils veulent avoir la plus grosse croissance. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc au niveau des imaginaires, là. Peut-être pour rebondir très rapidement sur les caricatures qui sont faites, je me permets de citer François Jarige, et notamment son ouvrage technocritique, dans lequel il souligne une tendance croissante à discréditer les écologistes, parce qu'en fait, il et elle pensent la complexité,
Ce phénomène de discréditer les écologistes, il s'inscrit dans un contexte où le débat politique, il se résume en fait de plus en plus à ces caricatures et à des simplifications excessives. Et pourtant, l'étude et même la pratique de l'écologie, en fait, elles échappent aux discours simplistes et démagogiques qui sont utilisés dans le paysage politique actuel. La particularité de l'écologie, c'est justement la capacité à articuler des dynamiques de société humaine avec celles du monde vivant qui exigent une approche et une réflexion qui soient nuancées et interdisciplinaires. Merci à vous deux, c'était vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter par rapport à ce qu'on a abordé, ou alors des choses que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire? Si vous le voulez, ça serait le moment. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est au niveau des imaginaires que de faire en sorte de se servir beaucoup plus de la pop culture. Moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. En plus, je suis un gros fan de manga. Et je pense vraiment que c'est très bien, et je le fais, hein, de parler de Polanyi, de Marx, de Fresco. Mais je pense qu'en fait, pour entraîner les gens, c'est pas simplement avec des arguments rationnels, c'est aussi à travers, si vous voulez, de l'émotion. Et c'est vrai que moi, des mangas comme One Piece, par exemple, avec Luffy qui est en optique révolutionnaire par rapport à un gouvernement injuste, etc., je pense que ça résonne chez énormément de gens. C'est des œuvres qui sont transnationales, c'est des œuvres qui sont transclasses. Et je pense vraiment qu'on devrait s'en servir plus. Et One Piece, par exemple, a été utilisé comme symbole, là, dans plusieurs, je sais pas si vous avez vu cette année, dans plusieurs révoltes à travers le monde, à tel point même que le drapeau a été interdit en Indonésie. Voilà. Et je trouve que parfois à gauche, on a une sorte de, je dirais pas de mépris, mais un peu d'intellectualisme un peu chiant. Et je pense que c'est très bien, mais qu'il faut aussi aller plus vers l'émotion. Et je pense typiquement que l'extrême droite, notamment aux États-Unis, arrive mieux à le faire. C'est-à-dire que vous regardez ce que font Trump, ce que font Musk, ils se servent de manga, ils se servent du Seigneur des Anneaux, ils se servent de références de culture très fortes, de jeux vidéo et tout, pour politiser les gens à l'extrême droite, pour les faire adhérer à un imaginaire raciste, toxique. Je pense que la gauche pourrait aussi s'en servir. Je vais donner un exemple, le Seigneur des Anneaux par exemple. Moi j'adore, c'est une œuvre incroyable. C'est utilisé par Mélanie ou Musk pour expliquer qu'il y a des races différentes, etc. Pour faire une ode à la guerre, ce qui évidemment en plus n'était pas du tout dans le goût de Tolkien, puisque lui-même a vécu très mal la Première Guerre mondiale, donc ils utilisent mal son œuvre. Nous, on pourrait utiliser Seigneur des Anneaux pour parler de la critique de l'industrialisation, pour parler de la convivialité d'Illich, et exactement comme sur l'enracinement ou la biorégion, combattre cette pensée-là raciste et montrer qu'on peut imposer une autre pensée. Peut-être juste en conclusion, moi je suis bretonne du Finistère, donc je veux dire j'ai toujours eu une attirance pour le maritime et pour la mer, et je comprends aussi qu'on a toujours eu un lien avec la mer et les océans, et que donc pour revenir à l'Essuire de la Loire, il y a une présence de ce qu'on pourrait qualifier portuaire qui est très très ancienne. On a excavé des fondations romaines. On peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui navigue sur ces océans et au service de quoi et de quel imaginaire. Donc c'est pas forcément se défaire complètement de cette activité, mais plutôt de la penser autrement et au service d'autre chose. Merci à nos deux intervenants, Annabelle Duval et Gabriel Malek. Cette émission a été réalisée par l'équipe d'Attaque 44, Agnès, Stéphane et moi-même Gauthier. Les musiques qu'on a entendues, c'était les morceaux Paraguaya de l'artiste Juana Molina et Mamadont de Mister Valère. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain. Nous aborderons des thématiques liées au féminisme. À bientôt! Leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien! Autre monde, Autre monde, Autre autres ondes. Autre zone.